Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, la ministre de la Femme et de la Famille reçoit son homologue ivoirienne. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 20 000 enfants blessés dans des attaques israéliennes. C'était les titres. Merci, si vous nous rejoignez. Eh bien, l'association Connect Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des certificats. Chez Mérine, l'association Connect Djibouti œuvre dans le domaine de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Ayant saisi très tôt l'importance de ces enjeux, l'association Connect Djibouti a fait le choix de réunir toutes force de créativité et leur talent pour répondre aux fortes attentes qui émergent dans le cadre de la feuille de route pour la transformation digitale de Djibouti. Ainsi, l'association dispensait depuis 2 mois des formations dans le domaine de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication pour les jeunes de la commune de Belbela. Plus de 33 adolescents ont pu recevoir des certificats et des cadeaux, notamment des tablettes pour avoir suivi la formation August 10 Tech et le challenge Tech Inspired Girl, édition de l'association Connect Djibouti, et ces tablettes serviront pour le codage informatique et ces jeunes talents qui ont déjà été formés en ce sens. La cérémonie d'aujourd'hui a réuni avec la présence du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Mousdouali, qui est aussi membre d'honneur de l'association Connect Djibouti, le président de l'association Connect Djibouti, M. Mouhidine Al-Ral, le directeur général de l'ANPI, le président de la commune de Bla, avec les élus locaux et les représentants du PNUD, ainsi que du ministère de la Jeunesse et de la Culture. En tant que président de l'association Connect Djibouti, je suis honoré de m'adresser à une audience aussi distinguée. Comme vous le savez, dans un contexte mondial en pleine mutation, notre pays a amorcé depuis plusieurs années un processus de transformation et de modernisation dans le souci de profiter pleinement des immenses opportunités liées au développement du numérique et aux nouvelles technologies. C'est dans cette perspective que le pays s'est doté récemment d'un nouveau plan de développement baptisé Djibouti ici. Inclusion, connectivité, institution. En sont les mots-clés. Je remercie ici également Monsieur le ministre qui est le plus grand investigateur de ce programme. Eh bien, écoutons les propos du ministre de l'économie et des finances. J'ai voulu faire don de ma présence et de mon temps pour une initiative qui me semble très valeureuse, très importante, très instructive et surtout qui suscite notre admiration en raison de sa dimension citoyenne. Pourquoi? Et c'est ce qui m'a beaucoup attiré dès les premiers jours que Mouhidine et ses amis sont venus me rendre visite pour me proposer d'être membre de cette association. Et ces jours-là, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est le terme de l'inclusion, le terme de la fracture numérique, le terme de servir ceux qui ont moins que nous. Et c'est à peu près, il y a 1 an, peut-être 1 an et demi. Moi, je suis très admiratif en si peu de temps que l'association ait pu faire ce travail important. Direction le nord du pays où, après l'ouverture de la nouvelle maternité du centre médical hospitalier de Bok, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, accompagné du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Ahmed, ont profité de sa tournée dans les régions du Nord pour effectuer sa deuxième visite d'inspection sur l'état d'avancement des travaux de la construction du futur hôpital régional de Tadjoura. Il s'agit là pour le ministre de s'imprégner de l'état d'avancement de ces travaux de construction dont la première pierre a été posée le 26 mars dernier par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Accueilli par le préfet adjoint, M. Habib Djilani, et par le médecin-chef du CMH de Tadjoura, Dr Ibrahim Mohamed Dembio, en compagnie des responsables de la société de construction.
L'imposante infrastructure en construction de forme rectangulaire s'étend sur 4132 mètres carrés et composée du rez-de-chaussée et de 3 étages. Ainsi, la visite a démarré dans le compartiment du rez-de-chaussée prévu pour accueillir les urgences et les consultations externes. Durant sa visite, le ministre de la Santé a suivi de près les présentations détaillées sur l'état d'avancement de ce projet de construction de l'hôpital 3e niveau de la part du responsable de la société, également du médecin-chef, point focal du projet pour le ministère de la Santé. Entièrement financé par le gouvernement chinois, le futur hôpital régional de Tadjoura est destiné aux régions du nord du pays pour permettre de mettre fin au déplacement des malades et notamment des blessés des accidents vers la capitale. Par ailleurs, cet hôpital régional disposera, après son achèvement, des services tels que des urgences, la médecine générale, la chirurgie, la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie ainsi qu'un laboratoire et une radiologie échographique et des salles d'opération. Autant de services spécialisés qui contribueront ainsi au renforcement et à l'amélioration de façon significative de la prise en charge médicale. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdiblé, a rappelé que ces différents projets de développement initiés par le président de la République au niveau des régions de l'intérieur visent à la mise en œuvre des stratégies sectorielles adoptées qui répondront aux besoins des populations. Le ministre a également insisté auprès de la société de construction pour respecter le délai de finition et de la remise des clés qui est prévu pour l'été 2024. On reste toujours dans le Nord où, dans le prolongement de sa tournée, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, Mme Houlouf Ismaël Abdo, et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, accompagné de la représentante de la Banque mondiale, Mme Fatou Fall, ont entrepris une mission de supervision conjointe à Tadjoura et Obok. Eh bien, cette initiative vise à évaluer et à renforcer l'impact des opérations de transfert monétaire actuellement en cours dans les régions de l'intérieur. La délégation a saisi l'occasion pour participer aux opérations de transfert monétaire, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur du programme national de solidarité famille lancé en 2016 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le programme national de solidarité famille a pour objectif principal d'assurer la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables, de leur garantir un niveau de vie décent. Ces transferts monétaires qui s'inscrivent dans la continuité du programme national Solidarité Famille visent à atteindre des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 1, axé sur l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. En effet, l'initiative s'efforce de soutenir les ménages les plus vulnérables en leur assurant des conditions de vie dignes et en favorisant le développement du capital humain. Les quotas des ménages bénéficiaires sont établis de manière proportionnelle à la taille de chaque région et à la masse des ménages vulnérables qui y résident. Ainsi, cette approche garantit une distribution équitable des ressources, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à renforcer la cohésion. Est vraiment une très agréable opportunité. Nous continuerons bien entendu à soutenir la République du Djibouti, le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités dans cette stratégie, dans cette dynamique de soutenir les plus vulnérables. Parce que qui dit vulnérable dit pauvreté, qui dit pauvreté dit malheureusement ralentissement du développement. Et notre but vraiment est de permettre aux plus vulnérables, de permettre aux plus pauvres d'atteindre un niveau de développement qui leur permettent de faire partie de toute la population, comme tout Djiboutien, et de bénéficier non seulement d'un logis, d'une bonne santé, d'un plat. La ministre parlait tout à l'heure d'avoir une assiette nutritive. Donc vraiment, c'est notre souhait de continuer à soutenir le ministère dans ce sens-là. Je vous propose d'écouter la ministre des Affaires sociales. De supervision que nous menons avec la Banque mondiale sur les opérations de transfert monétaire. Comme vous avez dû le voir, ici nous sommes tous projets confondus pour les régions et la capitale, et en partenariat avec la Banque mondiale. Les populations djiboutiennes les plus vulnérables, les familles djiboutiennes les plus vulnérables bénéficient d'une assistance alimentaire et une assistance en transfert monétaire dans le cadre également de la sécurité alimentaire et pour prévenir également l'extrême pauvreté. Là, à Obok, la région d'Obok bénéficie vraiment d'un quota qui est très important par rapport également à sa grandeur. Donc 1600 ménages obokois dans toute la région d'Obok bénéficient d'un transfert monétaire, soit un transfert en nature.
1000 en transfert monétaire et 600 en distribution en nature. Et sur tout le pays, y compris la capitale, nous avons avec la Banque mondiale, nous couvrons 20 000 ménages en général, 15 000 en transfert monétaire et 5 000 en distribution de vivres. Donc je saisis cette occasion pour remercier également Mme Fatou et la Banque mondiale et toute son équipe pour l'assistance qu'ils apportent au gouvernement de la République de Djibouti, notamment dans la protection sociale et le renforcement du capital humain, qui est dans la droite ligne de la vision du président de la République et de sa feuille de route de ne laisser personne sur le bord du chemin. Djibouti observe une croissance économique formidable avec vraiment une croissance même régionale au niveau de la région avec l'Éthiopie à côté, et il ne fallait pas laisser une partie de la population sur le bord de la route, d'où l'importance d'avoir créé et érigé ce ministère des Affaires sociales en 2008 pour apporter toute l'assistance à tous les Djiboutiens, quels qu'ils soient. Et c'est de ce ministère que nous observons vraiment la répartition de la richesse d'une manière assez directe. Nous remercions encore une fois la Banque mondiale, mais également tous nos partenaires, également des Nations Unies qui nous apportent main forte dans cet objectif de pousser la population djiboutienne vers le haut. Maintenant, il y a une nouveauté également, je saisis cette occasion, il y a une nouveauté avec le programme alimentaire mondial que nous avons introduit et nous souhaitons également que la Banque mondiale nous accompagne dans les futurs projets par rapport à cette introduction que nous avons. Nous avons introduit, et je pense que le ministre de la Santé, ça l'intéresse de voir que nous diversifions également le plat du Djiboutien. Nous avons injecté également 5 000 francs en plus avec le programme alimentaire mondial pour l'achat de fruits et légumes et l'achat également de poissons ou de viande. Donc il faut des protéines et ça complète vraiment l'assiette du Djiboutien. Nous en sommes très fiers et nous espérons faire beaucoup plus selon la vision du chef de l'État, de vraiment combler les besoins du Djiboutien. Inch'Allah, bi'iznillah, nous allons y arriver tous ensemble et nous remercions encore une fois nos partenaires. Et je vous lis dans le titre, une délégation de la Côte d'Ivoire conduite par la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassenba Touré, est arrivée à Djibouti hier, accueillie à son arrivée à l'aéroport international d'Ambouli par son homologue djiboutienne, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, en présence de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safi Almé. La ministre hôte et les membres de sa délégation effectueront une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Au cours de son séjour à Djibouti, la ministre ivoirienne de la Femme et de la Famille et de l'Enfant fera des immersions successives dans l'ensemble des institutions et départements travaillant dans les différents domaines de la protection des droits de la femme et de l'enfant. La ministre de la Femme et de la Famille a ensuite tenu une réunion au sein de son département avec son homologue de la ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant de la Côte d'Ivoire, accompagnée d'une délégation et de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan Ali. Une réunion sur les réalisations plutôt majeures du ministère de la Femme et de la Famille qui est chargé de mettre en œuvre les politiques gouvernementales visant à intégrer les femmes dans le processus de développement du pays. Elle a initié et mis en œuvre des projets et programmes dans le domaine d'expertise, notamment l'autonomisation des femmes à tous les niveaux, la protection et le développement des enfants et le soutien aux populations vulnérables. Quant à la ministre ivoirienne de la Femme, qui est Mme Nassenba Touré, et qui est en visite de travail à Djibouti, qui n'a pas manqué de remercier la ministre djiboutienne de la Femme pour son accueil chaleureux à son égard et à sa délégation, et à faciliter le ministère de la Femme pour tout le travail accompli dans le but d'offrir aux femmes djiboutiennes les meilleures opportunités, quel que soit le domaine scolaire et professionnel. Ont participé à cette réunion les différents responsables du ministère de la Femme et de la Famille, la délégation qui accompagne le ministère, la ministre ivoirienne de la Femme et l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Côte d'Ivoire. À la fin de la réunion, les 2 ministres et de la Femme et de la Famille de Djibouti et celui de Côte d'Ivoire ont paraphé un mémorandum. Écoutons la ministre ivoirienne de la Femme et de la Famille et de l'Enfant. Je voudrais premièrement vous transmettre les salutations du peuple ivoirien à travers le premier des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son épouse, et aussi les salutations de toutes les femmes, de tous les enfants, de toutes les familles de Côte d'Ivoire. Je disais tantôt à mon homologue, Madame la ministre de la Femme de Djibouti, que peut-être nous allons faire un plaidoyer, et comme on a un IFORCHI, il va peut-être nous aider à faire ce test de façon concomitante pour les 2 pays, pour regarder l'appellation de ce ministère, que moi je qualifie être le ministère de la Nation.
Parce que où vous avez des femmes, où vous avez des enfants et des familles, vous avez toute la nation. Il n'y a pas de famille sans hommes. Il n'y a pas de disposition réelle sans un peuple engagé, des familles engagées, des femmes engagées et des enfants protégés. Alors s'ils sont mis au cœur, et je pense qu'il n'y a pas de raison que les pays africains que nous sommes, la Côte d'Ivoire et le Djibouti, n'atteignent pas nos objectifs, ceux de devenir des pays émergents et totalement autonomes. Eh bien, voici les propos de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Au ministère de la Femme, aux côtés de mes différents collègues et responsables du ministère de la Femme, un département ministériel qui est donc en charge de la question de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, qui est en charge de la politique du développement du genre, de l'autonomisation de la femme, du bien-être familial et de la protection des enfants. On a voulu cet après-midi, pour commencer votre arrivée, donc la ministre est arrivée ce matin, donc au pied levé, on a voulu faire cette réunion de travail pour surtout présenter le ministère un peu, parler des différentes avancées et objectifs atteints jusqu'à aujourd'hui et les différentes perspectives que nous souhaitons atteindre. Je pense que l'ensemble des équipes se sont présentées. C'est un ministère pour lequel beaucoup d'objectifs ont été atteints jusqu'à aujourd'hui, mais où il y a encore des défis à relever. Des défis à relever en termes de, pas seulement de l'émancipation, mais surtout maintenir un cap d'évolution et surtout passer à une étape où on ne parle plus de la question de l'égalité genre, mais surtout qu'on parle d'une partie de la population nécessaire pour le développement économique de nos pays en voie de développement. La femme et la famille sont les cœurs d'une société et le pays a besoin d'une famille construite, éduquée, en bonne santé et qui puisse être force vive d'une nation qui veut aller au-delà des limites, surtout pour nos pays d'Afrique, où on a besoin d'avoir tout le capital humain nécessaire pour arriver aux différentes politiques et visions qui sont fixées par les chefs d'État. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Hibo Moumine Assouya, à la tête d'une forte délégation composée du chargé d'affaires, Harbi Saïd Moussa, de l'ambassade de Djibouti auprès de la Fédération russe, ses conseillers techniques, ont pris part ce matin à Saint-Pétersbourg à l'ouverture du Forum de culture unie. Ce fut également l'occasion pour la première responsable de la jeunesse et de la culture djiboutienne de signer un mémorandum d'entente avec son homologue russe, Mme Olga Lyubimova. Ce mémorandum d'entente compte renforcer la collaboration dans le domaine de la culture et des arts, et plus particulièrement en termes de partage, d'expertise, de renforcement des compétences des artistes djiboutiennes dans plusieurs disciplines comme les théâtres, le cinéma et les arts plastiques. Enfin, le forum composé de plusieurs sessions de discussion et ateliers est l'occasion pour les délégations venues de plus de 22 pays d'échanger sur les voies et moyens de collaborer davantage pour développer comment des cultures du monde. Eh bien, au cours de la première journée du forum, la ministre a également rencontré la directrice générale du musée de Moscou, Dr Elena, fille du premier cosmonaute russe, Yuri Gagarin, et le directeur général de la Bibliothèque nationale de Moscou, Pavel Kouzmin, pour des échanges plus fructueux dans les domaines culturels représentés. Retour à Djibouti, où la situation météorologique dans le pays, actuellement la capitale et ses régions est marquée par un ciel couvert, des nuages. La température maximale est de 27 degrés, partiellement couvert. La force du vent s'oscillera aux alentours de 17 km à l'heure. Le temps est très nuageux plutôt dans la capitale et dans le soir, risque d'orageux avec des averses sous forme d'averses intermittentes. Ces averses peuvent parfois être modérées à fortes, en particulier le long des zones côtières et dans le nord. Les températures varieront entre 26 degrés et 27 degrés. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la deuxième phase de critères de sélection de l'émission télé-réalité Jib Talent qui passionne le public et djiboutien a démarré jeudi. Une étape attendue qui va durer 2 mois et diffusée en direct tous les jeudis. Jib Talent, qui est une émission de télé-réalité phare, l'émission avancée tambour battant des téléspectateurs, suivie avec passion et en direct les tribulations artistico-médiatiques de ces nouvelles et prochaines stars de la chanson nationale qui seront après sélection retenues.
Rappelons que toutes les équipes de la radio-télévision de Djibouti, à savoir producteurs, animateurs, techniciens, étaient mobilisés pour la réussite de l'émission phare Djib Talent. Sous la supervision de la direction générale, nous avons pour cette deuxième phase de Djib Talent 128 candidats qui vont effectivement concourir avec la même ferveur que ceux de la première phase, sous la supervision d'huissier Abdul Malik, et c'est là durant 2 mois. Les concours se dérouleront comme suite. 8 candidats vont faire preuve de chaque week-end. Les candidats seront accompagnés par leurs proches interactifs entre les jurés et les téléspectateurs ou téléspectatrices qui seront là et présents à l'audition pour sélectionner les meilleurs candidats ou candidates qui seront départagés avec les notes du jury. Les SMS envoyés par les téléspectateurs pour leurs candidats et leurs choix. Une deuxième phase d'un show télévisé qui s'érigera en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne. Rappellerons que pour cette deuxième phase, les responsables de la radio-télévision de Djibouti ont fait l'honneur en présentant comme invité d'honneur la star nationale Abaïzid Dabali et Abdelkader Baroud. Les enchaînements et les démarches relatifs aux critères de sélection ont été parfaitement respectés durant la première phase de sélection. Place à la deuxième phase de critères de sélection qui se fera par le biais des jurys et à travers les SMS envoyés par le public en faveur de son candidat ou candidate favori. waxa ayna soo gaaray sida umaba soo sheegtay Cabdimalik wiiseegi oo ayna soo gaarsiin doona natiijadii iyo cidii gudubtay cidda hadhay meel wanaagsan bay soo gaadhay fankeeda way ka sii horumarin kartaa halkaasi barnaamijku Sadiq Saciid ayaa ku guuleystay in uu noqdo qofka u horeeya ee barnaamijkan kaalinta u horeeya soo baxay توكناي عفرا فكا عدو محمد كني توعمي عدو محمد أكادنا قبا أقول كني سيني كرحم. Le camp Lemouni a organisé aujourd'hui le bazar au sein de leur quartier général. Au cours de ces dernières années, le camp Lemouni a organisé un bazar semestriel pour relier la communauté environnante aux militaires déployés à Djibouti. Le bazar aide également les militaires à partager Djibouti avec leur famille restée au pays. Le partenariat entre les États-Unis et Djibouti a débuté il y a 21 ans avec le camp Lemounier. Maintenant, les États-Unis et Djibouti travaillent ensemble pour atteindre ces objectifs communs en matière de sécurité régionale. L'impact positif du bazar sur l'économie locale souligne encore la relation positive et mutuellement bénéfique, rappelant que le camp Lemounier, situé à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, est la seule installation militaire américaine en Afrique qui constitue une base d'opération pour le service de soutien. Environ 5000 militaires et civils travaillent ici, dont environ 1200 travailleurs d'origine djiboutienne et d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est toutes les gravures que je fais. J'ai participé 2 fois avant. 2 fois. Ma première fois, je ne savais pas. La deuxième fois, j'étais un peu plus professionnelle. Et la troisième fois, encore plus professionnelle. Voilà. Et je suis avec ma sœur aussi qui vend des choses. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. C'est une organisation semestrielle. Le camp Lemounier essaie d'avoir des connexions avec la population locale pour permettre à la population locale de connecter avec les membres, les membres, les militaires américains qui sont ici au camp Lemounier. C'est un service, on essaie de discuter, de vendre, d'échanger avec nos voisins djiboutiens. Comme je disais, c'est une opération d'échange. On essaie d'échanger, de vendre, de connecter avec nos voisins djiboutiens pour faire une injection de fonds dans l'économie djiboutienne. C'est aider le commerçant djiboutien, le petit djiboutien d'avoir bonne relation avec les militaires qui sont au camp Lemounier.
Direction le sud du pays où la solidarité avec la Palestine est une valeur que nous portons avec conviction et engagement. Dans cet esprit de fraternité, la collecte et fonds pour la Palestine est devenue une mission centrale pour soutenir nos frères et nos sœurs en détresse. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, en faveur des Palestiniens de Gaza. C'est la mobilisation jeunesse d'Ali Sabieh, épaulée par élan de mouvements associatifs et le soutien indéfectible de hautes autorités de la région qui symbolisent ces solidarités tangibles. Ensemble, ces forces vives se sont rassemblées au Centre de développement communautaire, à savoir le CDC d'Ali Sabieh, en présence des honorables députés de la région, à savoir Abdi Khair Bouh, la sous-préfet Cyril Ouaberi Assou et les élus régionaux pour concrétiser leur appui et renforcer les liens de solidarité qui unissent à la cause palestinienne. En écho à cet élan de la solidarité, chaque contribution à la collecte de fonds pour la Palestine témoigne de la compassion et de la volonté d'agir des communautés locales. Rappelons que ces efforts consacrés par les jeunes des tissus associatifs et décideurs de la région démontrent qu'une mobilisation collective et ciblée peut engendrer un impact significatif. C'est à travers telle initiative que l'esprit de solidarité transcende les frontières. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir de la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Retour vers le nord du pays où la coopération entre le Conseil régional d'Obok et l'OIM a pris un nouvel élan lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège du Conseil régional d'Obok. L'avènement a réuni plusieurs personnalités d'importance de la région, dont le préfet adjoint Mohamed Awad, le président du Conseil régional, la chef de mission de l'OIM, Madame Tanja Pacifico, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali, ainsi que les élus locaux et les employés du conseil régional. Le président du conseil régional a d'abord accueilli dans son bureau la délégation de l'OIM, accompagnée par leur chef de mission, avant de se rendre dans la salle de réunion du conseil pour signer l'accord de collaboration entre les deux parties. L'accord de coopération signé vise à établir une collaboration plus étroite entre les deux entités en matière de gestion des migrations et de renforcement des capacités locales. Le président du conseil régional a souligné l'importance de cette coopération pour répondre aux besoins des migrants et pour améliorer la situation dans la région. Il a exprimé sa gratitude envers l'OIM pour son engagement continu et sa volonté de travailler ensemble à la résolution des problèmes liés à la migration. De son côté, la chef de mission de l'OIM a mis en avant l'importance de cet accord pour renforcer les programmes existants, pour développer de nouvelles initiatives. Elle a également souligné l'importance de la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes pour atteindre des résultats concrets. Cette annonce marque un pas important dans la coopération entre le Conseil régional et l'OIM et ouvre de nouvelles perspectives pour faire face aux défis migratoires dans la région d'Obok, mais également dans d'autres domaines dans le cadre de leurs mandats respectifs. On reste toujours dans le nord où le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'IGAD, a organisé une journée de nettoyage des plages et sensibilisation sur la pollution plastique. Cette activité a été réalisée sous l'égide du préfet de la ville de Tadjoura et le vice-président du conseil régional de Tadjoura, sans oublier les associations des femmes et des jeunes de la société civile. Sur la plage, beaucoup de jeunes volontaires se sont mobilisés pour ramasser les déchets et les trier. Cette action vise à prouver que chacun peut mener des actions concrètes, que ce soit individuellement ou collectivement, pour y remédier. Ce genre d'initiative innovante, en particulier pour réduire la consommation et le gaspillage de matières plastiques. Il s'agit là de lutter contre la pollution marine et les menaces pesant sur nos océans et prévenir cette pollution de façon durable. De l'économie bleue de l'État membre de l'IGAD pour la conservation de la biodiversité et la diversification des moyens de subsistance soutenu par le gouvernement suédois. Ce projet est composé de 3 phases. La première phase était l'élaboration des stratégies nationales, régionales de l'État membre de l'IGAD, suivie de l'élaboration des stratégies nationales de l'économie bleue. La deuxième phase, c'était l'évaluation de l'impact sur la pollution plastique qu'on est là aujourd'hui, de l'une des activités sur le nettoyage de plages et la sensibilisation. Nous souhaitons d'informer et d'éduquer les autres sur les conséquences, sur les impacts de la pollution plastique. Ensemble, nous pouvons nettoyer les plages, sensibiliser les autres à la pollution plastique et créer un avenir durable. Chacun de nous peut
chacun de nous peut devenir un défenseur de l'environnement, un agent de sensibilisation et un modèle pour les autres. Eh bien, comme je vous le disais, l'objectif principal est le renforcement de l'économie bleue dans les États membres de l'IGAD pour la conservation de la biodiversité et la diversification des moyens de subsistance. Je suis présent aujourd'hui pour une campagne de nettoyage contre la pollution des plastiques. Il s'agit d'un programme initié par le pays de l'IGAD qui ont en premier lieu mis en place une stratégie régionale dont Djibouti a bénéficié de ces projets pour faire une campagne contre la pollution plastique. Aujourd'hui, le plastique représente le déchet le plus polluant de la mer. Comme vous le savez, ces derniers temps, il est d'actualité que l'économie bleue a tendance à prendre place dans la sphère régionale et internationale. Nous sommes ici pour pouvoir en tirer profit de l'économie bleue. Pour cela, il faudra à ce qu'il y ait une campagne massive de toute la population riveraine de la mer pour que la mer puisse être saine et porteur d'espoir. Nous allons aujourd'hui faire un nettoyage exclusif de toutes les plages de Tadjoura et ce ne sera pas la dernière fois, mais les associations qui ont été invitées en ce sens puissent continuer leurs travaux dans les prochains jours et mois. Sport, pour clore l'actualité nationale. Le tournoi du Corridor Sud a atteint son apogée hier avec la confrontation entre les poids lourds du FC Ouéa et Gorabous à Dikil, sous les yeux d'une foule enthousiaste des deux équipes qui ont offert un spectacle palpitant, se livrant à une bataille acharnée sur le terrain après une lutte sans merci. Gorabous a finalement été couronné champion du tournoi lors d'une séance de tir au but tendu. La tension était palpable alors que les deux équipes se disputaient chaque pouce de terrain, captivant ainsi l'attention de nombreux spectateurs présents. Finalement, Gorabous a su saisir sa chance et décrocher la victoire. La cérémonie de remise des trophées a été un moment de fierté pour les deux équipes, invitées à montrer sur le podium sous les applaudissements nourris du public. L'événement a été honoré par la présence distinguée de Mme Khadija Ibrahim Idriss, secrétaire générale au secrétariat d'État régional du sport, accompagnée de plusieurs dignitaires locaux et représentants du département. Ce tournoi, un véritable succès à tout égard, a su rassembler passion, compétition acharnée et fair play sur le terrain, témoignant l'excellence du football dans la région du Sud, à savoir Dikil. À présent, l'actualité hors de nos frontières, malgré les appels de la communauté internationale, les manifestations massives dans le monde entier condamnent l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Les forces d'occupation poursuivent toujours leurs attaques terrestres, maritimes et aériennes visant des civils non armés et des infrastructures. En ce qui concerne le plan de cette agression gratuite, les enfants sont considérés comme l'un des segments les plus vulnérables au bombardement israélien, ce qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, car les dernières statistiques indiquent que plus de 4710 personnes ont été tuées et plus de 20 000 enfants ont été blessés. À leur tour, les médecins et les infirmiers font leur mieux pour fournir des soins médicaux aux enfants blessés, malgré le manque de médicaments, car l'occupation israélienne impose un blocus sur la bande qui empêche l'accès des médicaments et du carburant aux hôpitaux. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés.